Procédure de Maheu sortant vers un autre État de l'UE. Le juge italien rédige le ME sur ce qui est le formulaire standard, pardon, E. C'est vraiment une annexe, vous le verrez plus tard, quand vous, en substance, de l'autorité judiciaire de l'État membre requis. Ou bien, voilà, souvenez-vous, nous avons parlé d'Interpol, des codes, etc., etc. Il est inséré, il est transmis dans le système SIS ou SIS-2 à Interpol. Cela se fait avec le ministère, avec l'assistance du ministère de la Justice. Donc, dans la pratique, si le ministère public, pardon, le procureur général sait où se trouve une personne qui doit faire l'objet d'un MAE, il contacte généralement d'abord son homologue du pays de destination. Mais dans la pratique judiciaire, s'il n'y a pas un intérêt particulièrement impérieux à l'encontre d'un individu, on préfère l'inscription au SIS et ensuite le premier qui l'attrape, même dans le cadre d'un simple contrôle de routine, l'arrête et la procédure justement commence. Donc l'État requis procède, comme je le disais, à l'arrestation et soumet la personne à une audience devant le juge local. Maintenant, regardons le phénomène inverse, le MAE entrant, c'est-à-dire quand l'autre État européen de l'Union européenne demande un individu qui se trouve sur notre territoire. Donc, le MAE, dans ce cas, est reçu par la Cour d'appel territorialement compétente, la personne est arrêtée, soumise à une validation et à une audience d'identification. Si la personne, et c'est fondamental, c'est un mécanisme qui est complètement identique à l'extradition, consent à la remise. La procédure, évidemment, est simplifiée. En quelques jours, elle est envoyée dans l'État requérant. Dans le cas où elle ne consent pas, on procède alors à l'audience sur le fond concernant la remise dans un délai de 60 jours prolongeable. Ce sont donc les 60 jours que la loi prévoit pour, disons, la décision. Il y a des motifs de refus obligatoires de la remise. L'un d'eux, justement, est celui de la double incrimination. Je fais une parenthèse. Ce cours m'intéresse parce que même s'il est vrai que nous avons traité ces sujets, il est toujours bon de rafraîchir ce que sont les critères fondateurs, les réglementations fondatrices et les principes fondateurs de toute la matière que nous traitons, c'est-à-dire celle des extraditions et du mandat d'arrêt européen. Quels sont donc les motifs du refus? Par conséquent, la double incrimination de l'objet de l'AE ne constitue pas un crime en Italie. Vous me demandez l'arrestation d'une personne pour un acte criminel qui n'est pas considéré comme un crime, et donc comme un crime en Italie, constitue un motif de refus obligatoire. Si le délit est prescrit selon le droit italien, il ne peut être commis. Livrer un individu, je recommande donc. Dans le cadre de votre défense, vérifiez toujours l'intitulé de l'infraction et la loi applicable afin de calculer le délai de prescription. C'est un argument de défense classique. Si la personne a déjà reçu une condamnation définitive pour le même fait en Italie, alors, dans le cas où cela serait possible, pour nuancer le cas de nebis in idem, ceci est également une raison de refus obligatoire. Il existe ensuite des motifs de refus facultatifs. Alors, que sont-ils? Par exemple, la personne est un citoyen italien ou réside en Italie et l'État assure l'application de la loi en Italie. Il peut arriver, et il arrive même souvent, que pour des raisons qui sont purement pratiques et qui relèvent uniquement de la commodité, on ait tendance, dans certains cas particuliers, à accorder l'exécution, par exemple en Italie. C'est une chose incroyablement utile, précisément parce que nous, et surtout grâce à la présence de la loi dans notre système juridique, Gozzini, et les lois qui autorisent l'application de programmes thérapeutiques et de programmes de désintoxication, nous pouvons exploiter cette faille juridique en Italie, essentiellement pour permettre
au condamné de ne pas payer cette amende. Il n'existe pas de loi en Allemagne. Gozzini, si vous allez en prison, c'est la même chose en France. Donc, si cela est substantiellement vrai, c'est arrivé à moi. Il y a quelques jours, un garçon de Naples est arrivé à Paris-Orly avec de la drogue, puis une demande de mandat d'arrêt parce qu'il avait été condamné puis libéré après délibération en raison de divers événements et pendant 3 ans, condamné à purger 3 ans en France, l'Italie ne l'a pas extradé et ce jeune homme aura un droit de visite. Il a d'ailleurs déjà saisi le tribunal de surveillance et demandera donc une mesure alternative. Donc ce motif de refus facultatif est un outil formidable du point de vue de l'avocat de la défense. Un autre motif de refus facultatif est le fait que l'infraction ait été commise en tout ou en partie en Italie. Le sujet est celui de l'infraction à distance, surtout de l'infraction à distance, n'est-ce pas? Pensez aux escroqueries, aux appropriations internationales, au scamming numérique. Le dernier cas de refus facultatif est celui où l'infraction est couverte par une amnistie ou, en tout cas, par une mesure de clémence ou d'indulgence selon la loi italienne, en vertu de la législation italienne. Quelles sont les conséquences de la remise? Une fois remis, l'accusé ne peut être jugé que pour les faits indiqués dans le MAE. Et c'est le fameux principe de spécialité. Nous en avons parlé dans la deuxième leçon, c'est-à-dire je te le remets, mais tu ne peux faire du détenu que ce qui était relatif à ta demande, rien d'autre. Très important, sauf consentement de l'état d'émission. Mais le principe fondateur de la remise et aussi, entre parenthèses, de l'extradition est ce principe de spécialité. De plus, si la remise a été obtenue pour l'exécution d'une peine, l'autorité italienne ne pourra pas modifier ou aggraver le régime de sanctions par rapport à ce qui est établi dans le MAE. D'accord? C'est évidemment extrêmement un principe fondamental, précisément parce qu'il touche à la certitude de la peine. C'est un principe constitutionnel. Quelques questions critiques jurisprudentielles.